Ce qui a commencé comme un simple salut entre voisins est devenu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. À Annecy, dans notre impasse tranquille, j'ai vécu 4 ans à côté d'Élise sans vraiment la voir. Puis une nuit de pluie, tout a changé. Une porte s'est ouverte. Pas une porte physique, mais celle qu'on garde fermée par habitude, par peur, par fatigue. Et quand elle s'est entr'ouverte, rien n'a été comme avant. Rien. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, et je vis dans un petit pavillon au bout d'une impasse arborée, juste à la sortie d'Annecy. Je travaille depuis chez moi, devant un écran qui éclaire mes journées plus que le soleil. Rien d'exceptionnel. Et pendant 4 ans, ma vie a avancé sans heure, rythmée par les mêmes habitudes, les mêmes voisins, les mêmes silences. Parmi ces silences, il y avait Élise. Elle habitait dans la maison collée à la mienne, séparée seulement par une haie de laurier qui laissait passer la lumière, mais rien d'autre. Au début, elle n'était pour moi qu'un visage qui se détourne poliment, des bonjours rapides devant les boîtes aux lettres, des gestes mesurés qui n'invitaient à rien de plus. Élise avait ce genre d'allure discrète qu'on associe spontanément à quelqu'un qui a traversé trop de choses pour encore chercher à se montrer. 40 ans peut-être, toujours tirée, toujours impeccable, toujours ailleurs. Je pensais qu'elle aimait simplement sa tranquillité. Je ne posais pas de questions. Tout a basculé un jeudi soir de printemps. L'air était encore tiède de la journée, et je venais d'arroser les plantes sur ma terrasse. Je rentrais, prêt à oublier l'heure, quand j'ai remarqué Élise assise derrière la haie. Immobile. Sans livre, sans téléphone, sans rien. Juste un verre de vin à moitié plein, posé devant elle, et ce regard perdu, comme si elle fixait quelque chose que moi je ne pouvais pas voir. C'était la première fois que je la voyais dépouillée de cette réserve presque élégante. Quelque chose en elle semblait suspendu, fragile, en équilibre sur un fil invisible. J'ai hésité une seconde, puis j'ai demandé doucement « Tout va bien, Élise ?» Elle a levé les yeux. Pas de colère, pas de tristesse. Juste une fatigue qui m'a traversé comme un courant froid. Et c'est à ce moment-là que tout a réellement commencé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a simplement regardé, comme si ma question avait mis trop de lumière sur quelque chose qu'elle essayait de cacher. Puis, sans un mot, elle s'est levée et est rentrée chez elle, laissant son verre et la bouteille dehors. Je suis resté planté là, surpris par ce départ brusque, mais surtout par le poids de son silence. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Le visage d'Élise, son absence d'expression, cette lassitude dans ses yeux, tout revenait en boucle. Pas par inquiétude mal placée ou par curiosité intrusive, mais parce qu'il y avait dans sa posture quelque chose d'humainement trop lourd pour être ignoré. Les jours suivants, elle a agi comme si de rien n'était. Elle sortait ses poubelles sans lever les yeux, passait devant chez moi avec son éternel casque audio et cette démarche qui semblait vouloir disparaître. J'ai failli frapper à sa porte plusieurs fois, mais je me suis ravisé à chaque fois. Je n'avais aucun lien légitime avec elle. Juste une impression tenace que quelque chose se fissurait. Puis, une nuit, alors que je venais de mettre en pause une série sans intérêt, on a frappé 3 fois à ma porte. Pas fort, pas pressé. Un son qui ressemblait à une hésitation. Quand j'ai ouvert, j'ai eu besoin d'une seconde pour comprendre ce que je voyais. Élise, trempée jusqu'aux os, un sweat gris collé à sa peau, les cheveux plaqués par la pluie. Pas maquillée, pas maîtrisée. Ses yeux étaient rouges, mais pas de larmes. Plutôt d'épuisement. « Je suis désolé de te déranger », a-t-elle murmuré. Sa voix était plate. Vidée. Elle a ajouté « Je ne savais pas vers qui aller ». Ces mots m'ont coupé le souffle. Elle ne me connaissait pas vraiment. Elle aurait pu appeler un ami, un taxi, n'importe qui. Mais c'est à ma porte qu'elle s'était arrêtée. Elle m'a expliqué que son père venait d'être hospitalisé après un AVC. Sa voix tremblait à peine, mais ses mains, elle, retenait son téléphone comme une bouée. Elle n'arrivait pas à prendre sa voiture. La panique ou la fatigue, je n'en sais rien. Je n'ai pas réfléchi. Je lui ai dit que je l'accompagnerais. Le trajet s'est déroulé dans un silence étrange, presque solennel. Le pare-brise brillait sous la pluie, comme si le monde avait décidé de se taire avec nous. De temps en temps, elle jetait un œil à son téléphone, espérant une mise à jour qui ne venait pas. À un moment, elle a remarqué la musique dans la voiture. Une bande-son que j'aimais écouter en fin de soirée. « C'est la musique des Arrival, non ?» a-t-elle demandé d'une voix basse. C'était la première trace d'elle que je reconnaissais. On a parlé 1 minute. Une seule. Mais 7 minutes a suffi pour comprendre que quelque chose se déplaçait entre nous, lentement, discrètement, comme une marée qui monte sans bruit. Quand nous sommes arrivés sur le parking de l'hôpital de Grenoble, il était presque minuit. Le bâtiment semblait flotter dans la pluie, un bloc de lumière blanche dans une ville endormie. Élise m'a demandé d'attendre dans la voiture au cas où.
Elle avait dit ça d'une voix tellement basse qu'on aurait pu croire qu'elle parlait à elle-même. Puis elle est sortie, son sweat encore lourdeau, son téléphone serré contre sa poitrine comme s'il contenait quelque chose de vital. Je l'ai regardée traverser les portes automatiques. Sa silhouette semblait plus petite que d'habitude, fragile, presque dissoute dans les néons. J'ai attendu. 10 minutes. 20. 30. Je n'ai pas touché à la radio. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je suis resté là, immobile, les doigts crispés sur le volant sans trop savoir pourquoi. Je crois que je voulais juste être là. Juste au cas où. Quand elle est revenue, elle avançait lentement, les mains dans les poches. Elle n'est pas montée tout de suite. Elle s'est arrêtée à côté de la voiture, a pris une grande inspiration, puis a ouvert la portière et s'est assise. Elle regardait droit devant elle. Je ne lui ai pas posé de questions. Puis, au bout d'un moment, elle a murmuré. « Il est stable. Ils ne savent pas s'il se réveillera, mais il est stable. » Sa voix s'est fissurée sur le mot « réveillera ». Une seule fissure. Mais elle disait tout. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas approché. J'ai simplement démarré la voiture et on a roulé dans un silence dense, mais pas étouffant. Un silence qu'on accepte, pas qu'on subit. Devant sa maison, je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Elle s'est tournée vers moi, les traits tirés, mais ses yeux avaient perdu quelque chose de leur vide. « Merci de ne pas avoir posé 1000 questions », a-t-elle soufflé. Je lui ai répondu que parfois, rester la suffisait. Elle n'a pas souri vraiment, mais quelque chose dans son visage s'est adouci. Puis elle est entrée, et j'ai regagné ma maison avec l'impression d'avoir traversé quelque chose dont je ne connaissais pas encore la nature. Les jours suivants, je ne l'ai presque pas vue. Ses volets restaient clos jusqu'à tard. Le soir, une lumière demeurait allumée dans sa cuisine, souvent jusqu'aux petites heures. Et moi, sans comprendre pourquoi, je me surprenais à écouter les bruits du jardin, espérant entendre ses pas. Un mercredi après-midi, alors que je jetais un sac dans la poubelle, j'ai entendu sa porte s'ouvrir. Élise se tenait là, en jogging, un t-shirt trop large, les cheveux attachés à la va-vite. Elle avait l'air fatiguée, mais présente. Vraiment présente. « Tu veux entrer prendre un café ?» Elle avait parlé simplement, sans hésitation. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit oui. Chez elle, j'ai découvert un intérieur chaleureux, à l'opposé de l'image distante qu'elle donnait. Des livres usés, un vieux tourne-disque, des bougies qui sentaient la cannelle. Elle m'a servi 2 tasses de café noir, fort, sans rien. On a bu quelques gorgées en silence. Puis, presque d'un souffle, elle a dit « Je prenais ce café avec mon mari. Tous les matins. Ici. » Je n'ai pas bougé. Elle a continué, calmement. Elle m'a expliqué qu'ils avaient acheté cette maison ensemble, que son mari était mort d'un arrêt cardiaque à 36 ans, un jour où elle n'était pas là. Elle me parlait sans pathos, sans artifice. Comme quelqu'un qui a eu trop longtemps mal pour encore chercher à embellir quoi que ce soit. Après un long silence, elle a ajouté « Mon père m'a dit que je devrais avoir honte de ne pas avancer. Qu'une femme comme moi finirait seule. » Elle a ri, un rire sec. Je me suis permis une remarque honnête. Il avait tout faux. Elle a vraiment ri cette fois. Un rire vrai. Cette minute-là, ce rire-là. C'est à ce moment que j'ai su que quelque chose venait de changer. Pas entre nous. En elle. Et j'ai compris que la suite dépendrait d'un simple geste qu'elle seule pouvait faire. Après cette conversation, quelque chose s'est ouvert entre nous, mais sans bruit, sans geste spectaculaire. Une porte intérieure, peut-être. Un espace où elle pouvait respirer un peu plus librement. Les jours qui ont suivi, Élise est restée discrète, mais moins lointaine. Parfois, je voyais une silhouette bouger dans sa cuisine. Parfois, sa fenêtre s'ouvrait plus tôt que d'habitude. Rien d'extraordinaire. Mais chaque détail disait qu'elle faisait un pas, même minuscule, vers quelque chose de différent. Une semaine plus tard, alors que je finissais un appel avec un client, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai fait du thé. Si tu es libre, le portillon est ouvert. Aucun bonjour, aucun emoji. Élise, dans toute sa simplicité. J'ai enfilé une veste et je suis allé dans son jardin. Le décor était modeste. Une table un peu vieillie, des chaises qui ne se ressemblaient pas, un carré d'herbes aromatiques un peu trop sec. Mais il y avait une grande bougie allumée au centre, projetant une lumière chaude dans l'air du soir. Elle était déjà assise, les mains autour d'une tasse fumante. « Salut », m'a-t-elle dit avec une douceur qui m'a surpris. Je me suis installé. Elle a versé du thé à la camomille, simple et clair, comme elle. On a commencé par parler de tout et de rien. La météo capricieuse, sa plante de basilic qui refusait obstinément de pousser, mon bureau debout que j'avais monté à l'envers. Rien de profond. Mais chaque silence entre nous semblait moins lourd qu'avant,
comme si nos respirations s'accordaient. Petit à petit, elle s'est mise à raconter des fragments de souvenirs. Le jardin, par exemple. C'est lui qui a tout planté, a-t-elle dit en désignant les bacs derrière nous. Elle parlait de son mari. Il adorait jardiner, même s'il n'était pas doué. Une fois, il s'est assis sur le romarin. Il l'a éclaté. J'en rigole encore. Son sourire avait quelque chose de fragile, mais lumineux. Je ne l'ai pas interrompu. Je la laissais aller à son rythme, sans lui tendre de questions qui piqueraient là où ça fait mal. Puis, dans une pause presque transparente, elle a murmuré. On croit qu'on va guérir vite, qu'on va tomber amoureux à nouveau, comme dans les livres. Mais la vérité, c'est que le temps ne fait pas que soigner. Il efface. Il efface la mémoire de la tendresse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'avais pas de phrase magique. Alors j'ai juste dit, je pense que la proximité ne disparaît pas. Elle change. Elle prend une autre forme. Elle m'a regardé comme si elle essayait de comprendre ce que je venais de toucher en elle. Puis elle a souri doucement. Tu n'es pas comme les autres, Adrien. Le compliment m'a pris de court, mais pas autant que ce qu'elle a fait ensuite. Sans s'en rendre compte, elle avait déplacé sa chaise un peu plus près de la mienne. Un geste presque invisible, mais suffisant pour que je sente la distance entre nous se transformer en quelque chose d'autre. Pas de séduction, pas d'attente, juste une présence acceptée. On a parlé longtemps, de nos relations passées, de nos échecs, de nos maladresses. Elle riait parfois, d'un rire libre et rare. J'ai réalisé que ce son-là, je l'avais manqué sans le savoir. Quand la nuit est tombée, elle a apporté 2 verres de vin, un rouge basique acheté à la station-service. « Ne t'attends pas à un millésime », a-t-elle plaisanté. « Parfait », ai-je répondu. Nous sommes restés sous la lueur vacillante de la bougie, à échanger des histoires qui n'appartenaient qu'à nous. Rien de spectaculaire, rien de romanesque. Seulement 2 chaises rapprochées, 2 voix calmes, et la sensation qu'on n'était plus vraiment des voisins. On n'était pas encore autre chose. Mais on ne l'était plus seulement. Le lendemain de cette soirée, je pensais encore à son rire lorsqu'on avait trinqué avec du vin de station-service. J'avais l'impression que quelque chose en elle s'était remis en mouvement, comme une roue longtemps bloquée qu'on relance doucement. Pourtant, je n'osais pas m'avancer. Rien n'était formulé, rien n'était promis. Et c'était très bien ainsi. Mais le samedi matin suivant, le destin a frappé à ma porte. Littéralement. 3 coups. À 7h13. Avant même d'ouvrir, j'ai compris que c'était elle. Quand j'ai tiré la poignée, Élise se tenait là, dans les vêtements qu'elle portait la veille. Ses cheveux étaient encore tressés, mais son visage était vidé, presque translucide. « Mon père est mort ce matin », a-t-elle dit. Aucune larme, aucun tremblement, juste la phrase nue, encore trop fraîche pour qu'elle puisse la ressentir. Je l'ai fait entrer. Elle s'est assise sur le bord du canapé, tenant un grand enveloppe brune comme un objet fragile. Ils ont appelé vers 4 heures. Il n'a jamais repris connaissance. Elle n'attendait pas de réponse. Elle avait juste besoin d'un endroit où son silence ne ferait pas écho. Je lui ai préparé du café, et elle a serré la tasse entre ses mains comme si la chaleur pouvait combler une faille profonde. Quand je lui ai demandé doucement si elle voulait retourner à l'hôpital, elle a secoué la tête. J'ai déjà signé tout ce qu'il fallait. Ils le garderont jusqu'à lundi. Son regard était perdu dans un point invisible du mur. Je dois partir quelques jours. Respirer autre chose. Puis, après une pause. Tu veux venir? Juste être là, sans rien devoir porter. Sa demande n'avait rien d'ambigu, rien d'appuyé. C'était une main tendue vers un espace où la solitude était trop lourde. J'ai dit oui. Nous sommes partis l'après-midi même, direction la côte normande. Pas de valise pleine, pas de plan précis. Seulement 2 sacs, 2 vestes et une fatigue qui nous suivait comme une ombre. Le ciel était gris quand on est arrivé. Le vent salé nous fouettait le visage, mais c'était un bon vent, celui qui nettoie les pensées trop lourdes. Nous avons marché sur la plage, mangé des sandwichs froids sur un banc, dormi dans 2 petites chambres séparées d'un motel défraîchi. Rien d'important, rien d'extra. Pourtant, ces 2 jours ont tissé un fil solide entre nous, un fil calme, sans tension. La 2e nuit, Élise m'a tendu l'enveloppe. « Je suis prête », a-t-elle simplement dit. À l'intérieur, une lettre de son père. Quelques lignes maladroites. Une excuse tardive. Une phrase qui lui a brisé la voix. Je ne savais pas comment être un père, mais je t'ai aimé. Quand elle a refermé l'enveloppe, elle s'est appuyée contre mon épaule. Pas pour chercher du réconfort. Plutôt pour partager le poids d'un instant qu'elle n'aurait pas voulu traverser seule. Je suis resté immobile, à écouter son souffle se calmer.
À notre retour, quelque chose avait changé. Pas une histoire d'amour, pas une déclaration, mais une évidence. Nous avons commencé à nous aider dans les petites choses. Je l'accompagnais pour trier des cartons dans son sous-sol. Elle m'aidait à replanter mes herbes moribondes. Parfois, on dînait ensemble. Parfois, on restait juste assis sur sa terrasse, à écouter les grillons. Un soir, alors qu'on réparait le vieux portillon entre nos deux jardins, elle m'a lancé un petit sourire. C'est drôle de réparer une barrière qu'on n'utilise plus pour se séparer. J'ai éclaté de rire. J'y pensais justement. Les mois ont passé. Je n'ai jamais emménagé chez elle, elle n'a jamais emménagé chez moi. Mais nous avons trouvé une manière d'habiter la vie de l'autre. Une manière simple, solide, sans étiquette. Je raconte parfois cette histoire à des amis. On me demande comment je l'ai rencontrée. Je réponds toujours la même chose. Elle a été ma voisine pendant 4 ans. Et puis un jour, je l'ai vraiment rencontrée. Et c'est la vérité.